Dans la vie, quand quelqu'un a déjà fait signe d'hostilité à votre égard, quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient les conditions, il ne faut jamais oublier. Si quelqu'un a déjà montré une face de guerre à votre égard, une personne qui a déjà été prête à vous détruire votre caractère, détruire votre moyen de subsistance, il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier une personne qui vous a déjà fait la guerre, même si elle vient s'excuser. Jamais il ne faut oublier une personne qui vous a déjà fait la guerre dans le passé, même si elle vient s'excuser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas excuser, mais il ne faut jamais oublier. Seuls les imbéciles oublient. Les imbéciles seuls sont ceux qui oublient quand une personne vous a déjà fait la guerre dans le passé. Dans l'avenir, vous vous retrouvez dans des conditions très similaires. Abattu, trahi par vous-même, votre conscience, votre humilité excessive. Il ne faut jamais oublier le fait qu'une personne vous a déjà fait la guerre. Je vais vous dire une chose. Vous savez, entre amis, on peut se prendre la tête. Entre amis, on peut se séparer. Mais un ami ne vous fera jamais la guerre. Un ami peut ne pas être d'accord avec vous. Okay? Il peut aller bouder dans son coin pendant un temps. Il peut ne pas vous parler pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même 5 mois. Mais il ne nous fera jamais la guerre. Quand une personne vous fait la guerre, oh, c'est parce qu'on s'est pris la tête. C'est parce qu'on ne sait pas. C'est votre ennemi. Ce n'est même pas le fait qu'il ne soit pas votre ami. C'est un ennemi de votre existence. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'ennemis sont transformés. Ils se métamorphosent. Il y a des gens qui sont vos ennemis, mais qui ne le disent pas ouvertement parce qu'ils ont simplement peur d'être dans une guerre ouverte avec vous. Je répète, il y a des gens qui sont vos ennemis très profonds, mais ne peuvent pas le dire ouvertement parce qu'ils ont peur d'être dans une guerre ouverte avec vous. Ils préfèrent rester vos ennemis dans le noir. Ce sont ces personnes-là qui parlent de vous quand vous êtes absent. Ce sont ces personnes qui vous critiquent. Ah, moi aussi, il est devenu orgueilleux. Moi aussi, en tout cas, j'ai remarqué, je l'appelle. Voilà. Ah, en tout cas, il a beaucoup changé, il n'était pas comme ça. Mais jamais ne viendra vous confronter pour vous en parler. Votre ami vous confrontera toujours, mon cher. C'est quoi qui t'arrive? C'est quoi la maladie que tu as? Il viendra chez toi à la maison pour frapper. Quand tu es absent. Hey, salut, c'est quoi? Finalement, c'est quoi ton problème? C'est ça, un ami. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas votre ami. L'Ukraine vient de frapper la Russie de manière foudroyante. La plus grande frappe moyennant des drones depuis le début de la guerre. Le 11 mars 2025, l'Ukraine a lancé la plus importante attaque de drones contre Moscou depuis le début du conflit, les amis. Déployant 367 drones. 367 drones, les amis. 367. Dont 91 ciblant Moscou. Cette attaque, évidemment, a fait 3 morts, 18 blessés et d'importants dégâts d'infrastructures. Le comité d'enquête de la Russie a ouvert une enquête pénale pour actes terroristes. L'enquête établira les circonstances de l'incident, les types de drones et d'engins explosifs utilisés, ainsi que le montant des dommages causés. Les actions des personnes impliquées feront l'objet d'une évaluation pénale et juridique. L'Ukraine a frappé. Et on se posera la question ici pourquoi c'est important de parler de cette histoire aujourd'hui. Il a été noté que cette attaque a eu lieu quelques heures avant les débuts des négociations de paix, mon ami. Quelques heures avant les débuts des négociations. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça, s'il vous plaît. Les négociations de qui? De négociations de paix entre les hauts responsables américains et ukrainiens en Arabie Saoudite. Pour faire quoi? Visant à négocier un cessez-le-feu et un accord de paix. Quelques heures avant les débuts des négociations, l'Ukraine a lâché sa frappe la plus forte des drones depuis le début de la guerre. Ils ont touché Moscou directement. Donc, c'est-à-dire que c'est très intéressant de voir ça. Les Russes ont réagi. Okay? Lavrov a dit que c'est un acte de cowardise, un acte de lâcheté. C'est-à-dire, vous savez qu'il y aura cessez-le-feu, ou au moins, en tout cas, le début des négociations, qui veut généralement dire qu'on arrête de se battre dans quelques heures. Alors, vous frappez immédiatement. Okay? Vous frappez pour blesser. Dans quel objectif? De gagner le terrain. L'objectif d'avoir des leviers de négociation, parce qu'on peut faire des dommages. Maintenant, il y a quelque chose d'important ici, il faut savoir. Il y a quelques jours, je vous disais que Donald Trump avait décidé de couper l'aide militaire à l'Ukraine, n'est-ce pas? Quelques jours, je vous disais que Donald Trump avait décidé de couper le partage d'informations d'intelligence et de renseignement avec les services de renseignement ukrainiens. Parce que généralement, les services de renseignement de la CIA collaborent et transfèrent les informations aux services de renseignement ukrainiens pour se protéger. L'objectif est quoi? Évidemment, quand il y a des frappes qui commencent depuis la Russie, il y a des systèmes de détection immédiats qui permettent de voir déjà que la Russie a frappé ou qu'un pays a frappé. Et on sait aussi estimer à proximité où sont les cibles de ces missiles qui décollent.
Vous comprenez? Donc, on sait estimer qui vient de frapper à quel temps, on sait estimer quelle est la vitesse de ces missiles et on sait estimer la destination de ces missiles. On peut directement partager ces informations avec les services de renseignement ukrainiens pour leur permettre de pouvoir soit se défendre ou se déplacer. Vous comprenez? Donald Trump avait arrêté ces transmissions d'informations. C'était pourquoi? C'était parce qu'ils étaient incapables d'avoir une belle discussion avec l'Ukraine pendant leur négociation initiale. Regardez ça. Vos équipes sont courageuses, mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours, peut-être moins. Après cette réunion qui a été infructueuse, Donald Trump a instruit au service de sécurité américain d'arrêter de partager les informations nécessaires avec l'Ukraine. Deuxièmement, Elon Musk a coupé la connexion Internet de Starlink vers l'Ukraine, rendant ainsi l'Ukraine borne, si pas complètement aveugle. C'est en ce moment-là que les Russes frappaient et ont complètement détruit certaines histoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend à partir de là? On comprend que l'acte de Donald Trump, initialement fait, dont il était pour l'objectif de finir cette guerre, parce qu'il ne voulait pas d'une quelconque 3e guerre mondiale. Il a coupé la connexion Internet, il a aussi arrêté la transmission, le partage de renseignements. On comprend que ce n'était qu'un levier pour la négociation. Il s'est servi de ça contre l'Ukraine pour que l'Ukraine vienne à la table et négocier avec eux. Négocier quoi? 1. La paix. Deuxièmement, leur négociation des minéraux. Je vous rappelle encore une fois ici, Donald Trump voulait 50% des récoltes des minéraux ukrainiens. C'est l'une des raisons pour lesquelles Zelensky n'était pas tout à fait d'accord, parce que 50% de ce qu'on produit comme pétrole, comme gaz, comme tout ça, comme lithium et tout le bazar, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de ressources. Trump a dit: nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. Nous leur donnons de l'argent à l'appel, nous leur donnons de l'équipement. Et les Européens ne suivent pas ces investissements. Ils devraient payer au moins autant que nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Eux, non. C'est plus important pour eux que ça ne l'est pour nous. Donc nous sommes en train de réfléchir à un accord avec l'Ukraine afin de sécuriser ce que nous leur donnons grâce à ces terres de grande valeur et d'autres choses. Nous allons récupérer l'argent que l'on vous a donné jusque-là à la guerre. Et pour ça, on a besoin de récupérer. Et qu'est-ce que l'Ukraine avait dit? Nous voulons des garanties, c'est-à-dire des garanties venant des États-Unis d'Amérique, disant au cas où la Russie attaquait encore, comment est-ce que les États-Unis réagiraient? C'était ça les garanties que voulait l'Ukraine. Mais en ce moment-là, Trump ne voulait pas donner des garanties. Tout ce qu'il avait donné comme garantie, ou comme phrase en tout cas, c'était « La Russie n'attaquera pas l'Ukraine ». Mais il n'a pas donné de garantie disant « Les États-Unis réagiraient tel que A, B, C, D au cas où la Russie frappait encore une fois ». Et ça, ce n'était pas ce que Zelensky voulait écouter. Maintenant, je vous informe ici qu'avant les frappes, l'Ukraine avait déjà reçu les services de renseignement venant des États-Unis et aussi la connexion Internet. La connexion Internet était rétablie, le renseignement était rétabli avant d'effectuer ce frappe en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la question importante vient maintenant. Est-ce que M. Trump est vraiment là pour la paix? Parce que beaucoup de personnes se disaient, bon écoute, Trump n'aime pas la guerre, il veut qu'on retrouve la paix, il veut que les choses marchent correctement. Est-ce que vraiment, pensez-vous que M. Donald Trump est rentré dans cette histoire dans un objectif de recevoir la paix? Ou c'est peut-être pour ses intérêts personnels? Et aussi, il y a un point très intéressant et très dangereux ici, ok? Trump vient de recevoir des certitudes de l'Ukraine disant « Nous allons signer le document dont vous avez demandé. 1. Nous allons signer cet accord de paix. 3. Nous acceptons par rapport à ce que vous désirez. On va faire un contrat compréhensif de partage de biens de l'Ukraine avec les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis ont complètement gagné. D'accord? Ça mise. En retour, que reçoit la Russie? La Russie reçoit un message très clair. Je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir parce qu'ils ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que Donald Trump n'est l'ami de personne. Okay? Quand tout le monde a entendu que Trump coupait Internet, Trump muait complètement les services de renseignement, le partage d'informations, on s'est dit que c'était la fin de la guerre, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce n'est pas la fin de la guerre. La guerre continue. Je vous dis, si vous faites ce que je vous demande de faire, vous signez le contrat, je vous soutiens. Si vous ne signez pas le contrat, je retire tout ce qu'il y a comme renseignement, comme connexion et tout le bazar, et aussi le soutien militaire, c'est-à-dire les armements que l'on vous donne. Au moment où je vous parle, les amis, les États-Unis ont résumé à continuer, c'est-à-dire son partage de renseignements avec l'Ukraine et aussi continuera à financer les Ukrainiens en termes d'armement. À la suite de cette avancée positive, le président a décidé de lever la suspension de l'aide et de l'assistance à la sécurité à l'Ukraine avec effet immédiat. La guerre continue ou pas? Point
d'interrogation. L'objectif numéro 1 du président Trump est de mettre fin à la guerre. Nous allons transmettre cette offre aux Russes. Nous espérons qu'ils diront oui à la paix. La balle est maintenant dans leur camp. Maintenant, à quoi attendez-vous comme réaction des Russes? Aurait-il fallu faire confiance à Donald Trump quand il est venu au préalable? Un professeur russe discutant avec M. Poutine lui a dit de faire très attention, il n'est pas tombé dans le filet de Donald Trump. C'est-à-dire M. Trump est en train de jouer à un jeu très dangereux. Sergei Karaganov dit à Vladimir Poutine que la Russie ne doit pas tomber dans le filet de Donald Trump. Il doit faire très attention. Jusque-là, on voulait à ce que la Russie fasse des concessions par rapport à cette guerre, pour prendre une fin. La Russie n'a pas encore répondu à la lettre ouverte des Américains. Il y a quelques jours, les Russes et les Américains s'est rencontrés en Arabie Saoudite pour discuter. Ces discussions étaient fructueuses d'après M. Trump. Hier, l'équipe de Donald Trump a rencontré l'équipe de l'Ukraine pour discuter. C'était quelques heures avant les frappes de drones en Russie. Nous la voyons comme une étape positive et nous sommes prêts à prendre une telle mesure. Les États-Unis doivent à présent convaincre la Russie de faire de même. Si les Russes sont d'accord, le cessez-le-feu commencera immédiatement. À quoi faudrait-il s'attendre? Sont-ils en train de jouer à un jeu pour bénéficier d'abord de leurs intérêts, ensuite décider où s'associer? C'est-à-dire, si la Russie nous sourit comme on le désire, on s'associe à la Russie. Si l'Ukraine nous sourit comme on le désire et nous laisse piller ce qu'il y a dans leur terre, dans ce cas, tous les coups sont permis. On donnera à l'Ukraine les outillages nécessaires pour continuer cette guerre. God bless.